procès-verbal 2.1 de la séance ordinaire du 2 novembre 2020. 3 dossiers de la mairie, 3.1 accès aux services de santé des résidents de l'Ouest de la MRC Avignon, 3.2 correspondance, 4 dossiers de la direction générale, 4.1 politique de dons. Quel? Ouais. C'est reparti, Saint-Nain, prise 3. J'ai avec la lecture de l'ordre du jour. Donc, j'étais rendu au point 3, les dossiers de la mairie. 3.1, accès aux services de santé des résidents de l'Ouest de la MRC Avignon. 3.2, correspondance. 4, dossier de la direction générale. 4.1, politique de dons effectués pour la période du 1er mars 2020 au 30 novembre 2020. 5, dossier de la trésorerie. 5.1, compte à payer au 30 novembre 2020. 5.2, activités d'investissement au 31 octobre 2020. 5.3, état des activités d'investissement au 30 novembre 2020. 5.4, modification du budget OMH. 5.5, nomination trésorier adjoint. 5.6, affectation du surplus de financement au remboursement de la dette pour le règlement 2018-319 pour l'achat d'appareils de protection respiratoire pour les pompiers. 5.7, annulation d'excédents de fonctionnement affectés. 5.8, affectation du surplus de financement au remboursement de la dette pour le règlement 2016-281, legs du 250e. 5.9, solde résiduaire, règlement d'emprunt. 5.10, modification de financement pour l'achat d'un ensemble d'outils de désincarcération et pour l'achat d'une voiturette de golf pour l'entretien ménager du camping. 6, les dossiers du greffe. 6.1, calendrier des rencontres 2021. 6.2, dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal. 6.3, résolution 2020-201-203, modifiant le règlement 2015-262, ayant décrété des dépenses et un emprunt de 2 660 000 afférents aux travaux de construction d'infrastructures municipales concernant la prolongation de la rue Comeau. 7, dossier de l'urbanisme. 7.1, procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 16 novembre 2020. 7.2, demande de dérogation mineure au 24 rue des Bouleaux, c'est le lot 4 542 199. 7.3, demande d'autorisation à la CPTAQ, une demande d'aliénation pour les lots 3 887 658, 3 887 659 et 3 886 715. 7.4, acquisition de terrain de la fabrique, mandat à un notaire et un arpenteur géomètre pour le lot projeté 6 260 718. 7.5, vente de terrain dans le parc industriel de la route Saint-Onge. 8, dossier de développement économique et du tourisme. 8.1, achat du système de réservation en ligne Anémone. 8.2, dépôt d'une demande d'utilisation territoire public, autorisation de signature. 9, dossier loisirs, culture et vie communautaire. 9.1, adoption du plan d'action plein air 2021-2023. 9.2, appui au projet Bouge ta vie, bouge pour que ça bouge. 9.3, mandat pour la rénovation de la cuisine du centre de plein air Les Arpents Verts. 9.4, mandat pour le remplacement du système d'éclairage à la bibliothèque Gabriel Bernard Dubé. 10, dossier des travaux publics. 10.1, permission de voirie. 10.2, prolongement de la ligne électrique sur la route Saint-Onge, autorisation de signature. 10.3, route Saint-Louis, déneigement hiver 2020-2021. 10.4, projet particulier d'amélioration par circonscription électorale PPA-CE. 10.5, programme sur la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TECQ, pour les années 2019 à 2023. 11, dossiers de la sécurité publique. 11.1, Croix-Rouge canadienne, renouvellement de l'entente 2021-2023. 12, prochaine séance du Conseil. 13, dans les autres sujets, on a 2 ajouts ce soir. Le premier, ce serait un 13.1, l'octroi d'un mandat au chalet du golf pour la construction d'un abri pour les voiturettes. 13.2, golf, achat de voiturettes. Donc, ce serait ça pour les 2 points dans les autres sujets. 14 sur la table du Conseil, 15 périodes de commentaires et de questions, 16 la levée de la séance. Ça coûte combien, membres du Conseil? J'aurais besoin d'un ou d'une proposeur pour adopter l'ordre du jour. Proposé par M. Steven Parent. Merci beaucoup. Un point, donc on serait en point 2.1, l'adoption du procès-verbal de la séance du 2 novembre 2020. L'ensemble des membres du Conseil l'ont reçu. Si c'est conforme à nos discussions, j'aurais besoin d'un ou d'une proposeur pour adopter l'ordre du jour. Proposé par Mme Denise Leblanc, merci. Pas l'ordre du jour, dis-je, le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 novembre.
3, dossier de la mairie. 3.1, accès aux services de santé des résidents de l'Ouest de la MRC d'Avignon. C'est une résolution, en fait, qui fait suite à différentes discussions qui ont eu cours, entre autres, avec le Conseil des maires. Il y a différentes initiatives. On sait que sur le territoire de la MRC d'Avignon, dépendamment d'où on se situe dans le territoire, l'hôpital de référence est différent. Pour les résidents d'Escuminac à l'Ascension, l'hôpital de référence est celle de Campbellton au Nouveau-Brunswick. Pour les résidents de Nouvelle-Amaria, l'hôpital de référence est évidemment celle de Maria. Et puis, donc, c'est une résolution qui se veut en appui aux démarches qui ont cours par nos homologues, par nos municipalités voisines du territoire, qui fait des discussions avec tant le STIS, nos autorités en santé pour la Gaspésie, et l'ancien président PDG du réseau Vitalité, qui a changé maintenant là, depuis une ou 2 semaines. On a été pour parler pour améliorer l'offre et la desserte de services pour nos résidents de l'ouest du territoire. L'objectif, c'est d'améliorer les soins de santé tant au CLSC, de Pointe-à-la-Croix et de Matapédia. Ce qu'on demande aussi à travers cette résolution-là, qui a été adoptée par le Conseil des maires de la MRC, c'est donc d'améliorer les soins de santé, de revoir aussi l'entente qui lie le gouvernement du Québec et du Nouveau-Brunswick pour assurer d'avoir une accessibilité en tout temps des services de qualité à l'hôpital régional de Campbellton et aussi de mettre en place, ce qu'on demande dans la résolution, un espace de concertation, un lieu pour pouvoir échanger entre les différents intervenants, donc du réseau de la santé du Nouveau-Brunswick, en santé vitalité, et le CIS et le Conseil des maires. Donc, c'est une résolution en appui aux municipalités de Minac à l'Ascension qu'on vous propose ce soir. Donc, si ça vous convient, on a besoin d'un ou d'une proposeur. Posé par M. Jean-Simon Landry. Merci. 3.2, dans les correspondances, on en a une seulement ce mois-ci. Correspondance qui vient du ministère de la Culture et des Communications. On a déposé à la dernière rencontre publique une proposition d'entente pour le développement culturel. Puis on a eu la confirmation du ministère de la Culture et des Communications, donc qui soutient l'entente pour 60 000. La Ville s'engage aussi, elle, à mettre le même montant. C'est une entente sur 3 ans. 2021, 2022 et 2023, donc au montant total de 120 000. On a reçu cette correspondance-là. Point 4, dossier de la direction générale. 4.1, politique de dons effectués pour la période du 1er mars 2020 au 31 novembre 2020. On a quelques dons qui seraient octroyés. Le premier, à la Fondation Santé. Pour ce point-là, c'est vrai que j'ai oublié de le mentionner, mais M. Alain Turcotte, le conseiller, va se retirer pour éviter tout risque de conflit d'intérêts, puisqu'il siège sur le conseil d'administration d'un des organismes qui est soutenu, mais il n'a pas participé non plus aux propositions et aux discussions entourant ces recommandations-là. Donc, le premier organisme qui serait soutenu dans la politique de dons, c'est la Fondation Santé BD Chaleur, pour faire l'achat d'équipements pour un montant de 500 $. Central, le comité d'action des femmes d'Avignon pour la mise en place d'un espace culturel pour 300 $. Puis, on aurait aussi 3 contributions de 500 $ pour 3 organismes qui soutiennent des initiatives de la guignolée sur le territoire. Le premier, c'est le Club Lyon, donc qui organise la guignolée pour le secteur Carleton. On octroierait un montant de 500 $. Le deuxième, les Chevaliers de Colombe qui organisent la guignolée dans le secteur Saint-Omer pour 500 $ aussi. Et le troisième, la Source alimentaire, qui est l'organisme de sécurité alimentaire qui dessert l'ensemble de la municipalité, en fait des municipalités d'Escuminac, de Nouvelle à Saint-Alphonse. Donc, si ça vous convient, ça me prendra une proposition pour adopter ces différents dons à ces organismes que je viens de vous proposer par M. David Landry. Beaucoup. 5. Dossier de la trésorerie en 5.1. On a les comptes à payer au 30 novembre 2020. L'ensemble des membres du conseil ont pu voir toutes les factures. Il y en a quand même beaucoup ce mois-ci. Pour ce point-là, Mme Denise Leblanc qui va se retirer pour éviter toute apparence de conflit d'intérêts. Au total, dans les comptes à payer pour novembre 2020, il y en avait pour 602 534. J'ai ressorti, là, comme à l'habitude, quelques factures là, qui se démarquent là, des factures habituelles qu'on voit passer. Là, donc, quelques-unes. CIRAD pour le projet Baromètre, c'est un projet dans le cadre de notre politique ville étudiante. On voulait mieux évaluer les retombées de l'impact de la communauté étudiante à Carleton-sur-Mer. Il y a un chèque de 9 502 qui avait été fait au CIRAD pour ce projet-là. Comité ZIP là, pour le transport de sédiments sur le banc Saint-Omer, 14 214 pour la recharge là, qui était
prévu là, à l'an 2. Mont-Saint-Joseph pour les différents soutiens financiers pour, entre autres, pour la concession aux arpents verts, concession hivernale, l'entretien et la mise à niveau des sentiers pédestres et la contribution à l'organisme. Il y en avait en novembre pour 21 774. Des travaux de pavage avec Eurovia, 6 881. 4 482, c'est pour faire l'achat de fatbags, de vélos à pneus surdimensionnés qui vont être rendus disponibles au centre de plein air Les Arpents Verts cet hiver pour les gens qui veulent essayer la pratique de cet équipement-là. En plus des skis, on va prêter des fatbags aussi pour ceux qui veulent essayer. Jean Guissir, électricien pour un projet au camping qui vous avait été présenté, où on a converti des terrains qui devaient, en fait, le système d'éclairage, d'électricité devait être refait complètement. Et c'est des terrains qui avaient du 30 ampères qui ont été convertis tant qu'à faire trop. On a décidé de passer de 30 à 50 ampères, ce qui est une nouvelle offre qu'on a au camping. Et aussi, dans les factures de M. Cyr, là, il y en avait pour 50 767. Il y a l'éclairage aussi qui a été fait du terrain de basketball au Parc des Horizons et au terrain de volleyball aussi. On a aussi la Fécouleur qui a fait une peinture pour notre piano public qui va être inauguré l'été prochain pour 4 492. Presque Environnement qui a fait la carrellerie sur les terrains de la ville. On voulait mieux connaître l'état de ces lieux-là pour voir qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'aménagement sur ce terrain-là. Sel de déglaçage, à chaque hiver, on doit acheter du sel, évidemment, pour l'entretien de nos routes. Donc, c'est Sel Warwick pour 19 743. Et on a aussi un traîneau là, que j'avais noté, Baby Glider, c'est la marque, désolé de l'anglicisme, mais 2276,47. C'est un traîneau qui va être utilisé, qui va être disponible, qui va être traité au centre de plein air Les Arpents Verts pour les parents qui veulent aller faire du ski de fond avec leur tout petit. Donc, on va pouvoir utiliser cet équipement. Si ça vous convient, membre du conseil, j'aurais besoin d'un ou d'une propositeur pour adopter ces comptes proposés par M. Turcotte. Merci. 5.2, activités d'investissement cette fois-ci, donc les dépenses en investissement en immobilisation pour le mois d'octobre 2020. L'ensemble des membres du conseil l'ont vu. C'est Gilles à rafale. On a fait l'achat d'ordinateurs et de numériseurs dans l'équipe. Il y a quelques numériseurs qui ont été achetés. C'est dans une volonté aussi de réduire l'utilisation de la consommation de papier à la ville. Donc, on a aussi un nouveau processus pour la gestion documentaire à la ville. Donc, de plus en plus, on numérise plutôt que d'imprimer. On y va à l'inverse pour numériser tous nos documents. 3 871 pour l'achat de ces équipements-là. On a un ordinateur pour des travaux publics qui a été acheté, 1423. Installation des modules de jeu au Parc Germain-des-Lauriers. Il y a un gros module qui a été installé. Donc, c'est une dépense qui est apparue dans les dépenses d'investissement d'octobre. 33 445 pour ce module-là. On a fait l'acquisition de toiles pour les terrains de volleyball pour maintenir notre sable. On a un très beau sable d'une très grande qualité, mais il est volatile, donc avec le vent, pour éviter de le perdre, mais on a mis des toiles, 3 392. Ensuite, dans les montants plus importants, on a le camping, le transfert de 50 ampères. Il y avait un petit bout qui est passé en octobre, 3 560. Et on a fait des travaux de pavage, d'asphaltage au golf pour 13 760, donc pour des chemins qui sont empruntés par les voiturettes de golf pour améliorer l'expérience des usagers. Donc, au total, en octobre, 53 677 dans les dépenses d'investissement. Ça me convient, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'adopter. Proposé par M. Steven Parent. Merci. 5.3, dépenses d'investissement, mais pour le mois de novembre 2020. En novembre, il y en avait pour un peu plus d'octobre, 97 476. On a encore de l'achat de casques, de caméras, d'écoute, de casques d'écoute et de caméras pour les visioconférences qu'on fait allègrement ces temps-ci. On a acheté une machine à désinfecter en lien avec la COVID 1254 qui permet de désinfecter notamment les camions de l'équipement des services incendies, camions de pompiers, camions des véhicules aux travaux publics, donc pour aller plus rapidement. On a fait l'achat d'une mini dameuse à neige pour le centre de plein air Les Arpents Verts pour se préparer à la saison.
8480. Toujours aux envers, système de traitement des eaux usées aussi qui était désuet, qu'on a dû refaire, 9159. On a fait une amélioration au cabanon, 4412. Et l'achat d'équipements, vous avez parlé tout à l'heure de vélos pneus surdimensionnés, le fat bike, 7784. Ensuite, on a mis 4442 pour les abris des joueurs à notre nouveau terrain de balle avec le budget participatif qu'on a refait cet été. Ensuite, camping d'amélioration, entre autres le transfert aux 50 ampères. Il y en avait en novembre, il y en avait une petite partie de dépenses qui ont été faites en octobre. Le gros a été fait en novembre, 32 495. Donc, c'est les gros éléments qui totalisent, comme je vous disais, dans les dépenses d'investissement pour novembre, 97 476. J'ai besoin d'une proposition pour adopter ces dépenses d'investissement. C'est proposé par M. Jean-Simon Landry. Merci beaucoup. Prochain point, 5.4, modification du budget de l'OMH, l'Office municipal d'habitation. La Ville s'est engagée pour les dépenses de l'OMH, en fait, quand l'OMH fait un déficit, ce qui est le cas chaque année. 80 du déficit pour ces loyers sociaux-là est assumé. 90 est assumé par la SHQ, la Société d'hypothèque du Québec. Le dernier 10 est assumé par la Ville. Donc, à chaque fois, il y a eu des révisions du budget. Puis quand il y a des révisions du budget, il faut repasser par résolution à la Ville. On en est pour 2020 à la 6e révision du budget. Donc, en date du 7 décembre, j'imagine que ça devrait être la dernière. Mais donc, la présente résolution, c'est pour adopter la 6e révision. Une augmentation des coûts qui est due, entre autres, à la COVID, là, où l'OMH a des surveillants du personnel qui est là sur place aussi pour accompagner les résidents. Donc, on a une augmentation de coûts prévue par rapport au budget de 86 771. Nous, la Ville, on doit s'engager avec cette résolution-là à payer la somme de 30 216, ce qui est 10 du budget anticipé. Donc, j'aurais besoin d'un ou d'une proposition pour une modification. Proposée par Mme Denise. Merci. 5.5, nomination du trésorier adjoint. On avait nommé Mme Hélène Forêt comme trésorière à la Ville suite à son embauche. Donc, ça permettra notamment de faire la signature des chèques et des effets bancaires. Et la présente résolution, ça sera pour nommer M. Audette, qui est un directeur général. Ce qu'on a appris, c'est qu'en ses qualités de directeur général, même si on l'avait autorisé, il ne peut pas signer de chèque. Donc, il doit être aussi secrétaire trésorier adjoint. Donc, la présente résolution serait pour le nommer secrétaire trésorier adjoint. Et donc, lui et Mme Forêt, en l'absence de Mme Forêt, vont pouvoir signer des chèques si vous le voulez. Il y a toujours un membre de l'administration qui signe une signature, puis une deuxième qui est un membre, un élu. Donc, c'est moi d'office, sinon c'est M. Parenti qui peut signer les effets bancaires en mon absence. Donc, je présente une proposition proposée par M. David Landry. 5.6, affectation des surplus de financement au remboursement de la dette pour le règlement 2018-319 pour l'achat d'appareils de protection respiratoire pour des pompes. Donc, c'est des appareils respiratoires qui ont été faits avec le règlement 2018-319. Il y a un montant supplémentaire, en fait, de 6 817 qui n'a pas été utilisé sur ce règlement d'emprunt-là. Ce qu'on souhaite faire, c'est fermer le règlement d'emprunt, donc dire qu'on n'aura pas besoin de ces sommes-là, et de réserver le montant qui n'a pas été utilisé dans le règlement d'emprunt, donc qui est le montant de 6 817, pour rembourser capital à intérêt ce règlement d'emprunt-là. Donc, le surplus de financement va servir à payer le règlement d'emprunt 2018-319 pour l'année 2021. Si ça vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour proposée par M. Turcotte. Merci. 5.7, annulation. On est au niveau budgétaire. Là, j'ai oublié de le mentionner. Là, à partir de 5.6, il y a quelques petits ajustements là, en fin d'année qui ont été. Notre trésorière a fait le tour et a procédé à différents petits changements pour s'assurer d'avoir des finances qui sont refaites le plus fidèlement possible à la situation de la Ville. Puis, c'est des petits changements qui nous permettent, là, vous allez le voir, entre autres, là, de diminuer l'endettement de la Ville, ou du moins au niveau aux yeux du ministère des Affaires municipales dans certains cas. Donc, je serai à 5.7, annulation d'excédents de fonctionnement affectés. Dans ce cas-là, c'est des petites réserves qui avaient été créées à la Ville, donc ce qu'on appelle un excédent de fonctionnement qui est affecté à des projets particuliers.
on en avait 3, là. C'est des petits montants, là, mais on avait un excédent de fonctionnement affecté aux assurances collectives de 1 247,95, un au développement industriel 493,51 et dépenses du 250e, on avait 1 795. Ces 3-là totalisent 3 537,5. Comme c'est plus nécessaire d'avoir une petite réserve pour pallier des de changement pour ces postes budgétaires-là, ce qu'on vous propose avec la résolution, c'est juste de les mettre dans nos excédents qui sont libres, qui sont non affectés, donc dans le surplus régulier de la ville, d'enlever, de faire un peu de ménage en bon français. Donc, si ça vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour annuler ces excédents de fonctionnement-là et les transférer aux excédents non affectés. Proposé par M. Turcotte. 5.8, affectation du surplus de financement au remboursement de la dette pour le règlement 2016-281, LEG du 250e. Donc, c'est un règlement d'emprunt qui a été fait en 2016 pour nos 2 gros projets du LEG, c'est-à-dire le Parc des Horizons et le Parc La Grande-Envolée. Le règlement d'emprunt a été fermé. On avait emprunté un peu plus que nos besoins à l'époque, ne sachant pas combien de subventions qu'il y allait avoir du gouvernement du Canada notamment. Donc, en 2019, le 2 décembre, le Conseil, par résolution, a fermé le règlement d'emprunt. Donc, il y a une partie qui avait été, qu'on est allé chercher en trop au financement. À l'époque, quand on a fermé le règlement d'emprunt, il restait 532 955 qui n'ont pas été utilisés. De ce montant-là, on a décidé de prendre 386 000 et de l'affecter pour payer le règlement d'emprunt. On avait trop, on ne peut pas le retourner, ce financement-là. Les municipalités ne peuvent pas le retourner aux institutions qui nous ont prêté. Donc, on doit utiliser cet argent-là pour rembourser notre prêt. Puis, on s'était gardé un montant de 176 000 parce qu'il restait des travaux à faire, notamment au Parc des Horizons. Finalement, on n'a pas fait 176 000 de travaux au Parc des Horizons suite à la fermeture du règlement d'emprunt. On en a fait 30 000. Donc, il reste encore aujourd'hui un 146 000 là-dedans. Ce qu'on a compris après discussion avec le ministère du Travail municipal, c'est qu'une fois que le règlement d'emprunt est fermé, on ne peut plus continuer à faire des travaux à utiliser ces soldes résiduels. Donc, en date d'aujourd'hui, il y a 146 000 qui est un solde résiduel dans ce prêt-là qu'on utiliserait pour le rembourser le service de la dette à long terme. Ça va nous permettre de faire, c'est de diminuer l'endettement total de la ville. On vient appliquer ça à la dette. Non, notre dette nette va diminuer du montant aussi de 146 000 à 140. Donc, ça vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour régulariser cette situation, affecter le surplus de financement au remboursement de la dette. Proposé par M. David Landry. Merci. 5.9, solde résiduaire sur des règlements d'emprunt. Encore là, c'est dans les différentes démarches de faire du ménage. On a donc des règlements d'emprunt qui ont été faits, mais on n'est pas allé chercher, contrairement au dernier point, on n'est pas allé chercher le financement. Donc, il y a 191 219 à travers différents règlements d'emprunt qui n'ont pas été utilisés. On a demandé du financement, on a demandé l'autorisation d'emprunter au ministère des Affaires municipales. Puis finalement, on a emprunté moins que l'autorisation qu'on avait demandé. Et là, ce qu'on vient faire avec cette résolution-là, c'est pour la différence entre ce qu'on a demandé et ce qu'on a réellement pris au ministère. On vient dire au ministère, on n'a pas utilisé ces sommes-là, on veut les dégager parce que eux, selon leur lecture, c'est comme si ça faisait partie de notre emprunt, de notre capacité d'emprunt. Donc, si on veut emprunter à la ville, ben c'est calculé dans notre capacité d'emprunt. Donc, c'est simplement pour avoir une meilleure lecture. Ça n'a pas d'influence sur notre dette régulière, je le répète, parce que ce n'est pas de l'argent qu'on est allé chercher, mais qu'on avait la capacité d'aller chercher. Donc, la présente résolution, c'est pour informer le ministère des Affaires municipales qu'on n'utilisera pas les montants en totalité, et de leur demander d'annuler dans le registre des soldes résiduaires. Et on enverrait une présente résolution, une copie de cette résolution-là aux affaires municipales, évidemment, pour qu'ils puissent faire l'ajustement. Des fois, on a déjà parlé par le passé où les citoyens posaient des questions sur notre capacité d'emprunt, sur le niveau de dette de la ville. Comme quoi, au ministère, ben, eux, ils ont différents indicateurs, des outils qui peuvent leur dire si c'est une ville en fonction de leurs indicateurs. Le niveau de la dette est trop élevé. Dans notre cas, il n'y a pas d'enjeu, pas du tout. La dette est sous contrôle, c'est correct. Mais ce 191 000-là, aux yeux du ministère, il s'ajoutait sur notre dette. On l'utilisait correctement et réglé. J'aurais besoin d'une proposition pour adopter cette résolution. Proposée par M. Turcotte. Merci. Régularise les finances à travers ces résolutions.
Ces propositions, devrais-je dire. 5.10, maintenant, on a une modification de financement pour l'achat d'un ensemble d'outils de désincarcération et pour l'achat d'une voiturette de golf pour l'entretien ménager du camping. Donc, c'est deux achats qui étaient prévus, qui ont été faits en 2020, donc à l'année courante, qui ont été payés par le fonds de roulement, qui est un peu notre marge de crédit à la ville. On se paye, on achète on se paye nous autres mêmes avec notre marge de crédit. Et ce qu'on vient faire avec cette résolution-là, c'est de dire plutôt que de le mettre sur le fonds de roulement, on va assumer directement même le 76. Donc, avec la situation financière de 2020, on peut se permettre plutôt que d'aller sur le fonds de roulement, de payer directement à même notre fonds d'administration, le budget courant de la ville. Donc, ça vous convient, ça me donnerait une proposition proposée par Mme Denise Leblanc. Merci. Dossier du greffe maintenant en 6. On a 6.1, le calendrier des rencontres 2021. Petit changement aux rencontres habituelles, à la façon de faire habituelle pour 2021. Pour les habitués, on a toujours historiquement souvent eu des rencontres le premier lundi du mois. Ce qu'on vous propose pour 2021, c'est d'y aller avec les deuxièmes lundis du mois. Essentiellement, les premiers, la façon qu'on fonctionne dans le municipal, on reçoit toutes les factures de nos fournisseurs, on doit les traiter et ça nous prend une résolution avant de pouvoir payer les factures. Souvent, en étant en début de mois, on avait notre résolution, notre rencontre du conseil municipal, et puis on n'avait pas tout reçu les factures du mois précédent. Donc, ça va nous donner un petit peu plus de temps. Ça donne aussi un peu plus de temps à toute l'équipe municipale qui prépare les rencontres, qui prépare les résolutions. Quand on est en début de mois, des fois, il y a des éléments qu'on n'a pas le temps de passer au mois suivant. Donc, ça va nous permettre aussi, quand on adopte, vous le voyez à chaque rencontre, les dépenses d'investissement et puis les comptes à payer. Les dépenses d'investissement qu'on adopte, habituellement, on adopte les dépenses, pas du mois précédent, mais de celui d'avant. Donc, on recule de 2 mois parce qu'on n'a pas le temps d'avoir les données à jour. En allant au deuxième lundi du mois, ça nous permet d'avoir une lecture plus fidèle et d'être plus à jour au niveau, entre autres, des dépenses d'investissement. Donc, c'est quelques petits gains qu'on va faire. Puis, de plus en plus, il y a des municipalités qui ont fait ce changement-là pour ces raisons-là. Ce qu'il faut noter dans les rencontres de 2021, c'est qu'il va y avoir des élections municipales en novembre, le dimanche 7 novembre prochain, 2021. Donc, ce qu'on prévoit, c'est que plutôt que d'y aller au deuxième lundi, on irait au lundi 15 novembre pour la séance publique de novembre, pour ne pas arriver avec une rencontre le 8 novembre. Le 8, si on se fait au deuxième lundi du mois, ça me donnerait une journée au conseil là, qui ne serait pas encore assermenté. Et 30 jours avant les élections municipales, il y a toujours une période où le conseil ne siège plus. Donc, la rencontre d'octobre serait le 4, lundi 4 octobre, pour permettre au conseil de siéger une dernière fois en octobre pour adopter des résolutions avant les élections. Donc, si ça vous convient comme proposition de calendrier, membre du conseil, j'aurais besoin d'un propositeur ou d'une propositeur pour l'adopter. C'est proposé par M. François Landry. Merci. Prochain point, c'est le 6.2, dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal. À chaque année, l'ensemble des membres du conseil doit remplir un petit formulaire qu'on met à jour chaque année qui dit, en fait, si on représente, si on est présent sur un conseil d'administration, si encore on a contracté un prêt ou on prête de l'argent en particulier ou une organisation. Simplement le déclarer pour ainsi s'assurer de ne pas être en conflit d'intérêts dans différents dossiers. Si on est sur un conseil d'administration, par exemple, on vient l'indiquer pour adopter des résolutions qui sont liées, qui nous placeraient en situation de conflit d'intérêt. Donc, il n'y a pas de résolution proprement dit, c'est simplement un dépôt de l'ensemble des déclarations. Tous les membres du conseil ont complété leur petit document. 6.3, résolution 2020-201-203, modifiant le règlement 2015-262, ayant décrété les dépenses et un emprunt de 2 660 000 afférents aux travaux de construction d'infrastructures municipales concernant la prolongation de la rue Comont. Pour ce point-là, je me suis retiré des discussions, puis je vais aussi me retirer de la prise de décision. Ça va être la même chose pour M. Jean-Simon Landry, donc pour éviter toute apparence de conflit d'intérêt. Dans mon cas, je suis propriétaire de terrain en construction d'une maison dans ce développement résidentiel-là, donc pour éviter tout conflit d'intérêt, donc je me retire. Je vais laisser M. Audette
faire la présentation du point, puis M. Parent pour procéder par la suite, le maire suppléant à demander un ou une proposeur pour la résolution. Donc, je vous laisse aller, messieurs. Donc, j'ouvre mon micro, ça va? Donc, oui, bonsoir. Donc, cette résolution-là, spécifiquement, c'est vraiment on vient modifier, dans le fond, le règlement d'emprunt qui avait été adopté en 2015 pour réaliser les travaux là, du développement résidentiel du quartier Espace Nature. C'est-à-dire que dans ce règlement-là qui totalisait 2 660 000 c'est pour faire le prolongement, si on veut, de la rue Comeau avec la station de Pompère, puis de faire les 2 rues transversales là, pour le quartier Espace Nature. Et donc, dans ce règlement-là, dans le fond, qui venait financer les travaux réalisés par une entente avec le promoteur qui est la firme Gespro, il était prévu qu'il y avait une partie des travaux qui était financée par une taxe, qu'on dit une taxe spéciale de secteur. Et ça, c'est un mécanisme là, qui est prévu dans la politique de la ville de Carleton-sur-Mer pour le développement de nouvelles rues. Donc, c'est prévu que lorsque des travaux se réalisent, la portion du projet de développement résidentiel, il y a 40 des frais qui sont assumés par la ville, donc par l'ensemble des contribuables, 40 par le promoteur et un 20 qui vient s'appliquer par une taxe de secteur qui s'applique sur les terrains vendus de ce développement-là. Donc, le projet des 2 rues transversales, là, dans le fond, totalisait au total 660 000 environ du projet. Les coûts sont exacts. Donc, il y a 20 de ce montant-là qui s'applique sur une taxe qu'on dit une taxe spéciale qui s'applique au mètre linéaire des terrains dans le développement résidentiel. Toutefois, ce mécanisme-là, bien qu'il était prévu en politique, n'avait pas été, dans le fond, intégré comme tel au règlement d'emprunt parce qu'il faut aller dire dans le règlement qu'il y a une partie du règlement, si on veut, qui va être financée par cette taxe spéciale-là. Donc, pour pouvoir l'appliquer, il faut venir l'inscrire au règlement. C'est ce que cette résolution-là vient faire, c'est-à-dire qu'elle fait la référence au règlement, à l'entente dont je viens de vous parler, à l'aspect qu'il y a des coûts qui sont prévus entre la ville, le promoteur et les citoyens du secteur. Et donc, la résolution vient là, comme telle affirmer qu'il y a le montant qui doit être prélevé par cette taxe-là, c'est 121 365 $. Donc, elle vient dire que cette taxe-là doit être prélevée sur le frontage, dans le fond, des terrains des 2 rues. Donc, la rue des Semailles et des Défricheurs. Et donc, le versement peut se faire par un versement unique, c'est-à-dire que concrètement, le propriétaire, quelqu'un achète un terrain qui a 40 mètres linéaires, par exemple, de frontage, va avoir une taxe supplémentaire de 40 fois 168 $ qu'il peut payer d'un seul paiement ou l'étaler sur 5, 10 ou 15 ans. Donc, la résolution vient, je vous dirais, inscrire ce mécanisme-là dans le règlement et prévoit que, dans le fond, au terme du règlement, donc ça sera en 2036, l'ensemble de ce montant-là va avoir été perçu là, sur le développement résidentiel. Donc, voilà. Et dans le fond, toutes les autres clauses là, prévues au règlement 2015-262, qui est le règlement d'emprunt dont je vous parle, demeurent en vigueur. Donc, voilà. C'est le résumé de l'effet de cette résolution. Je vais fermer le mien. Merci, M. Audette. Très bien expliqué. Pour la résolution, j'aurais besoin d'un proposeur. Madame Leblanc, merci. Monsieur Parent, je peux maintenant reprendre du service en toute quiétude. Ça nous amène au point 7, dans les dossiers de l'urbanisme. 7.1, on a le dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 16 novembre 2020. Il n'y a pas de résolution proprement dit, simplement au conseil. Le procès-verbal est rendu public par la suite. 7.2, on a une demande de dérogation mineure au 24 rue du Boulot. C'est le lot 4 542 199 pour ceux qui étaient présents à la dernière séance publique du Conseil. C'est
un point qui était à l'ordre du jour, qui a été reporté, puisqu'il nous manquait, en fait, le comité consultatif d'urbanisme avait manqué d'informations pour émettre sa recommandation. Mais lors de notre dernière rencontre, on a quand même expliqué aux gens présents dans la salle, présents en ligne, les tenants et aboutissants de cette demande-là. Donc, la consultation a été faite aussi, mais malgré tout, s'il y en a qui sont avec nous en direct ce soir, qui souhaitent poser des questions, on peut quand même me faire plaisir de répondre aux questions en lien avec cette demande-là, même si la consultation est faite. Donc, n'hésitez pas, puis ça pourra aller aussi en période de questions à la toute fin s'il y a lieu. Donc, c'est une demande, je vais laisser M. Audette, si vous le voulez, présenter la nature de la demande de dérogation mineure, puis ensuite, on va y aller pour la recommandation du CCU. Ouais. Dans le fond, je pourrais simplement là, vous présenter les considérants là, de cette résolution-là, qui constitue aussi la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Au fond, là, c'est au 24 rue des Bouleaux, c'est une demande qui consiste à accepter une marge de recul arrière d'un bâtiment qui est de 2,83 mètres, alors que le règlement de zonage prévoit une marge de recul minimale de 6 mètres. Donc, c'est-à-dire c'est un bâtiment, là, c'est dans le fond une roulotte qui est implantée là et qui, il y a différentes annexes qui sont implantées là, au fil du temps. Mais dans le fond, la marge arrière là, du bâtiment est donc restreinte à 2,83 mètres. Dans ce dossier-là, il y a un permis qui a été obtenu là, le 21 septembre 2010 pour l'implantation de ce bâtiment-là. Malgré certaines contraintes, le bâtiment, selon l'analyse du CCE, aurait pu être déplacé afin de respecter l'implantation projetée. Toutefois, ça n'a pas été fait. Il y a eu des explications qui ont été amenées de la part du propriétaire à l'effet qu'il y a vraiment eu des contraintes là, à l'implantation par l'entreprise qui a déménagé le bâtiment sur le site. Là. Il y a eu des différentes problématiques qui ont amené à l'entreprise à devoir placer le bâtiment tel qu'on le voit. Le bâtiment n'est pas sur des fondations permanentes là, et selon le CCU, il pourrait techniquement être déménagé. C'est une situation qui est, dans les différentes analyses, pourrait nuire aux éventuels voisins là, parce qu'il y a un terrain qui est situé à l'arrière qui pourrait éventuellement être développé pour du développement résidentiel. Toutefois, on note que c'est une situation qui est existante depuis une dizaine d'années. Le déménagement du bâtiment aussi pourrait compromettre l'intégrité de ce bâtiment-là. Comme je l'expliquais, là, sans voir les détails, c'est quand même un bâtiment qui est comme en 3 sections, là, donc de le déplacer pourrait créer certains problèmes au niveau de la structure comme telle du bâtiment. Puis, il faut aussi dire que dans cette implantation-là, je dirais l'ensemble des bâtiments sur ce tronçon de rue-là sont alignés à peu près pareil, avec cette marge de recul-là qui est dérogatoire. Donc, en tout cas, l'analyse, je vous dirais, vous voyez, il y a des points, je dirais, de nature plus positive, d'autres un peu plus critiques ou négatifs de la part, qui sont analysés de la part du CCU. Donc, le CCU recommande que la dérogation fasse l'objet d'une recommandation défavorable du comité consultatif d'urbanisme. Donc, eux, ils sont rassemblés le 16 novembre 2020. Donc, voilà, la situation est soumise comme telle au Conseil. Merci, M. Audette. Peut-être mentionner, là, j'ajouterais que vous l'avez vu, là, il a fait la présentation des différents considérants qui est donc dans la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Il y a un petit changement qui a été fait là, dans la façon de présenter les procès-verbaux au CCU. En fait, historiquement, les considérants étaient dans les résolutions, étaient en lien avec la décision du CCU. Si c'était une décision favorable, on amenait les points positifs qui amenaient cette décision-là, et à l'inverse. Ce que le CCU fait maintenant, ce que je trouve intéressant, c'est d'amener les différents points qui ont amené à la réflexion. Dans ce cas-là, le CCU fait une recommandation défavorable. Il y a des points positifs, il y a des éléments positifs en faveur de la demande, puis il y en a qui plaidaient moins en faveur de la demande. Donc, on a un portrait peut-être un peu plus représentatif des discussions qui ont pu avoir lieu lors du CCU. Maintenant, ce point-là a été discuté. Le CCU fait des recommandations au Conseil. C'est toujours le Conseil, comme ce soir,
comme le prévoit la loi qui prend la décision. Je dirais qu'on a pris une décision il n'y a pas très longtemps en conseil dans le terrain voisin de la présente demande. C'est une décision qui se ressemblait beaucoup, une demande de dérogation mineure où ce qui était mentionné notamment dans les considérants, c'est que les maisons dans cette rue-là sont alignées, sont tous alignés, sont plus loin de la marge avant, donc il n'y a pas beaucoup d'espace à l'arrière des maisons, mais à l'avant, il y a une certaine cohérence, une unité, une uniformité dans la rue des Bouleaux, notamment à cause de ça, notamment parce que le Conseil a déjà accepté la demande pour la maison voisine, en toute cohérence avec notre dernière décision. Si vous êtes toujours d'accord, membre du Conseil, on pourrait recommander, accepter en fait, la demande de dérogation mineure, malgré le fait qu'il y ait une recommandation défavorable du comité consultatif d'urbanisme. C'est pas une obligation que d'accepter les recommandations, évidemment. Habituellement, on est favorable avec les recommandations, mais dans cette fois-ci, comme on l'avait fait à l'automne dernier, on vous recommande, si vous êtes toujours d'accord, on irait de l'avant avec la demande de dérogation mineure. Si ça vous convient, j'aurais besoin d'un ou d'une proposition. Proposé par M. Jean-Simon Landry. Merci beaucoup. 7.3, demande d'autorisation de la CPTAQ, c'est la Commission de protection du territoire agricole du Québec, pour une demande d'aliénation des lots, 3 lots, 3 887 658, 3 887 659 et 3 886 615. Demande d'aliénation, c'est un terme technique qui signifie tout simplement qu'il y aurait une vente du terrain. Donc, on a un producteur agricole qui souhaite acheter un terrain agricole d'un autre producteur agricole. La maintien de la vocation de l'agriculture est maintenu pour ce terrain-là, évidemment. Donc, c'est M. Pierre-Luc Lajoie qui souhaite faire l'acquisition de ces terrains-là, de poursuivre sa production. Donc, ça prend simplement une résolution de la part du Conseil pour écouter la demande d'autorisation pour soutenir la demande. Donc, combien j'aurais besoin d'une proposition pour l'adopter. Proposée par Mme Leblanc. Merci beaucoup. 7.4, acquisition de terrain à la fabrique de Carleton, mandat à un notaire et un arpenteur géomètre. Le lot projeté, 6 260 718. C'est un lot qui est tout juste à l'arrière du Quai des Arts où nous sommes présentement. Ça fait l'objet de discussion depuis un petit bout. Là. En fait, c'est suite au prolongement de la rue Bernier pour relier le secteur du Quai des Arts de l'École Bourg et la rue Comeau qui mène à la polyvalente. On va avoir un circuit intéressant pour les enfants puissent marcher, aller à l'école à pied et à vélo. Dans ce cas-là, il a fallu faire de l'acquisition régularisée. On a refait tous les aménagements du secteur et puis il y avait un terrain qui restait à acquérir de la fabrique pour pouvoir régulariser. C'est un terrain de 4132,27 pieds carrés. Puis l'entente qui est soumise au Conseil ce soir, donc c'est pour faire l'acquisition pour un coût de 2 $ le pied carré, ce qui représente 8 264,54. C'est une petite pointe de terrain où est situé le stationnement qui est partagé entre la ville et la commission scolaire. C'est un stationnement public là, tout juste à l'est de l'École Bourg, directement à l'arrière du Quai des Arts. Donc, c'est un stationnement qui est public. La présente résolution, donc, ce serait d'autoriser de la Ville à faire l'achat de ce terrain-là et de mandater M. Francis Toupin, qui est notaire, à procéder à compléter les différents documents nécessaires à cette transaction. Donc, ça vous convient, j'aurais besoin d'un ou d'une proposeur pour adopter la résolution. Proposée par M. Steven Parent. Merci. 7.5. Vente de terrain, parc industriel, route Saint-Onge. Donc, de nouveau, une demande, une proposition d'achat de terrain par l'entreprise Déménagement et Fondation Louis Dugas, Déménagement et Fondation LD. Le montant qui est convenu dans notre politique à la Ville, c'est de 15 sous le pied carré. Donc, l'entreprise souhaite faire l'acquisition de 150 pieds de terrain linéaire là, de façade sur la route Saint-Onge. Ça représente 60 462,60 pieds carrés. Et aussi, dans la résolution, il y aurait une préférence d'achat pour un autre 150 pieds de façade, toujours sur le terrain qui borne le premier là, au nord. Donc, le terrain au nord est une préférence d'achat pour celui-ci. Donc, le notaire et les frais de notariat sont frais de l'acquéreur de Fondation LD.
La présente résolution, c'est pour mandater Pascal Mercier, arpenteur géomètre, pour procéder en page, compléter les documents requis, d'autoriser le directeur général, greffier et secrétaire trésorier par intérim à procéder à la signature des documents requis à cet effet, et l'offre serait valide jusqu'au 1er juin 2021. C'est une proposition pour l'adopter. Proposée par Mme Leblanc. Merci. 8, dossier du développement économique et du tourisme, 8.1, achat du système de réservation en ligne Anemone. Donc, c'est pour faire l'achat d'un nouveau système pour la réservation au camping. Ce qui a motivé notre changement, c'est entre autres une économie importante. Le système Anemone qui a été présenté, qui répond bien, même mieux à nos besoins actuels au camping. On a un camping qui est très achalandé avec beaucoup de sites. Donc, l'ancien système de réservation, on payait au propriétaire du système un montant par transaction, par réservation. Il y a un petit frais qui est chargé par réservation. Mais on a environ 28 000 nuitées au camping, donc beaucoup de réservations. C'est fini que ça faisait une facture importante à la fin de l'année. Avec le nouveau système de réservation qui est proposé ce soir, on change le modèle d'affaires. Il y a un coût de 11 532 $ pour acheter le logiciel de réservation. Et puis ensuite, ça vient avec un coût annuel, une licence annuelle de 3 000 $. Donc, on estime l'économie à plus de 20 000 $ par année qu'on va pouvoir économiser à la ville. Donc, ce qu'on économise au camping, c'est des sous qui permettent de compléter les dépenses de la ville, et c'est autant d'argent qui n'est pas récupéré sous forme de taxation pour nos citoyens. Donc, c'est une économie importante et intéressante. Puis, c'est un service, ça va être une plus-value aussi pour les usagers. Il y a différentes fonctions, entre autres avec des photos de l'ensemble des trucs qui ont été prises. Les gens vont pouvoir voir visuellement ce à quoi ressemble le site avant de procéder à la réservation. Si ça vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour adopter cette résolution pour acheter ce système de réservation. Proposé par M. Turcotte. Merci. 8.2, dépôt d'une demande d'utilisation du territoire public, autorisation de signature. La ville est propriétaire d'un terrain qu'on avait fait l'acquisition attenant à la marina, à l'est de la marina. C'est le terrain qui est loué à cette organisation-là pour faire l'entreposage de bateaux. Et l'extrémité du terrain où sont posés les bateaux, ceux qui sont familiers avec le secteur, il y avait les narvals, les anciens, le brise-lames temporaire, les gros tuyaux qui étaient là. À la ville, donc, on permet à la marina d'entreposer des bateaux, de faire la location d'espace d'entreposage, mais on s'est gardé une bande pour pouvoir avoir un accès à la mer. Donc, les gens qui vont sur le chemin qui mène jusqu'à la cabane à Œil d'Or vont pouvoir marcher, et on va installer éventuellement un trottoir de bois qui part de la route, donc qui mène à la cabane à Œil d'Or. Le trottoir de bois, on va pouvoir marcher et se rendre directement à la grève, tout près du brise-lames, à côté de la marina, où il y a un petit commerce aussi là, qui fait de la location d'équipements de plongée en apnée. Donc, nous, c'est un projet qu'on a à la ville que de faire la passerelle de bois pour pouvoir accéder à la plage. Mais au bout de la passerelle, au bout du terrain municipal, il y a une petite section qui est une propriété du ministère des Ressources naturelles. Donc, on n'arrive pas directement sur le lot public du gouvernement du Québec, sur la grève, sur la plage. On doit aller sur un petit lot du ministère des Ressources naturelles. Et avec la présente résolution, c'est vraiment pour demander au ministère une autorisation d'utilisation du territoire public. Donc, on va leur demander de pouvoir utiliser ce petit espace, ce petit lot-là, pour simplement sécuriser un accès à la plage, à la mer, pour l'ensemble de nos citoyens. Donc, on demanderait ça au ministère des Ressources naturelles, et on autoriserait M. Alain Bernier, le directeur du développement économique et du tourisme, à signer les documents relatifs pour faire cette demande-là auprès d'une proposeur proposée par M. David Landry. Merci. 9, dossier de loisirs, culture et vie communautaire. 9.1, on a l'adoption du plan d'action plein air 2021-2023. C'est quand même une démarche super intéressante qui va être présentée dans les prochains jours par la ville, via un communiqué de presse notamment. Donc, dans le cadre de planification stratégique à la ville, on a vu que toute l'offre de plein air, les équipements ou les infrastructures ou les espaces, le réseau de sentiers pédestres, etc., qu'on a pour
pouvait faire la pratique d'activités de plein air était très importante et, pour l'ensemble de nos citoyens. Puis on souhaitait davantage le mettre en valeur. Le parallèle qu'on fait souvent, c'est avec le domaine culturel où historiquement, depuis plusieurs années, ben, on a beaucoup d'entreprises, d'organismes culturels à Carleton-sur-Mer qui dynamisent notre territoire. Puis on a une habitude de concertation, d'échange avec ces organismes-là. Puis on souhaitait faire un peu la même chose avec le plein air. On a le Mont-Saint-Joseph qui est devenu maintenant un parc, le parc du Mont-Saint-Joseph. On a des organismes comme l'Écovol, BD Chaleur, Bouge pour que ça bouge, le Marathon, le Bloc de l'Est, et on a un paquet de regroupements un peu informels, d'usagers qui font du kite sur le Barachois, des usagers des gens qui ont fait un tracé pour le fatback de vélo pneu surdimensionné. Donc, notre association de ski de fond aussi, il y a beaucoup, beaucoup de dynamisme de plus en plus dans le secteur du plein air. Donc, on souhaitait le reconnaître puis se développer une politique avec surtout un plan d'action clair pour mieux accompagner ce milieu-là puis mettre sur papier des choses qu'on veut faire pour s'assurer qu'on fait la promotion de la pratique d'activités de plein air. Donc, dans ce plan d'action-là, qui va de 2021 à 2023, il y a plusieurs éléments intéressants qui visent à démocratiser et à faciliter l'accès aux activités de plein air, entre autres. Là. On veut bonifier l'offre de plein air. Vous l'avez vu tout à l'heure quand je présentais les dépenses d'investissement, entre autres, là, les investissements qui sont faits au centre de plein air, les enfants verts, pour acheter de l'équipement qu'on prête aux gens pour leur permettre d'essayer des choses. On a dans le plan d'action-là, je vais y aller très rapidement à rafale, mais plusieurs éléments comme, par exemple, on veut favoriser aussi l'accessibilité universelle pour les personnes, notamment en mobilité réduite, aux activités de plein air. Donc, concrètement, bon, on veut faire l'achat d'un tapis d'accès à la plage, comme qu'on voit des fois pour que les gens puissent aller avec l'équipement mobilité pour les personnes en mobilité réduite pour aller utiliser la plage. Contribuer à l'organisation d'un événement en plein air, un événement hivernal qui s'en vient aussi dès l'hiver prochain. On veut offrir des lieux d'entreposage pour les organismes que j'ai nommés en plein air qui puissent entreposer leurs équipements, donc pour les accompagner, les aider davantage. On veut aussi faire il y a des aspects de promotion, de communication dans ce plan d'action-là, développer une stratégie de communication, organiser une journée de plein air, par exemple, ça pourrait être un bazar pour de l'équipement de plein air où les gens puissent vendre pour acheter de l'équipement de plein air pour se mettre à la pratique. On veut davantage, je l'ai fait tout à l'heure, mais structurer l'organisation du plein air. Donc, avec un comité qui est mis en place pour cette politique-là, qui va se rencontrer plusieurs fois par année. On a créé un groupe Facebook pour les acteurs du plein air aussi. On veut avoir des mécanismes de consultation pour mieux connaître les besoins et les intérêts de la population pour adapter notre offre de plein air. Donc, c'est quelques éléments du vaste et ambitieux plan d'action de plein air de Carleton-sur-Mer, dont je pense que l'ensemble du conseil est très fier. Là. Il n'y a pas beaucoup de municipalités, à ma connaissance, il n'y en a pas à l'échelle de la région, puis je pense qu'il n'y en a pas beaucoup au Québec qui vont de l'avant avec ce genre de politique-là, mais on veut marquer le coup, puis s'assurer de développer cette filière chez nous, qui est très importante pour nous. Ça fait partie de notre vision dans la planification stratégique. On veut faire bouger les gens, on va avoir une communauté qui est active à l'année, donc ça va être cohérent avec cette vision-là, mais ça fait partie des éléments qu'on veut mettre en place. Combien on a besoin d'un proposeur pour cette belle politique? Proposée par Mme Denise Leblanc, merci. 9.2, appui au projet Bouge ta vie, bouge pour que ça bouge. Ce point-là, M. Jean-Simon Landry s'est retiré des discussions, puis il va aussi se retirer de la prise de décision pour éviter toute apparence de conflit d'intérêt, puisqu'il est à l'emploi de l'organisme Bouge pour que ça bouge. En fait, c'est une demande qui est, si vous êtes d'accord, qui est accueillie favorablement par le Conseil. L'objectif, c'est de mettre en place, c'est de favoriser, en fait, la pratique d'activités sportives en parascolaire. Donc, il y a déjà des activités sportives qui s'organisent dans nos écoles. Mais Bouge pour que ça bouge veut augmenter ces activités-là pour l'ensemble des municipalités où les jeunes vont à Prévente, Antoine-Ménard, donc Nouvelle-Carleton-sur-Mer, Marion et Richmond. Nous, c'est vraiment pour la ville. C'est une demande de 4 940,94 par année pour 3 ans. Ça va permettre de faire des activités structurées avec les jeunes sur l'heure du dîner ou le soir. Des activités qui sont en lien aussi avec ce qu'on offre. Là, il y a plein d'éléments super intéressants, entre autres, de faire des cours d'initiation à la voile. On sait qu'on a un covoile sur le territoire.
peut-être d'avoir des activités autour du golf aussi, donc toujours en lien avec notre offre ici. Et donc, l'idée, c'est qu'on fait bouger davantage nos jeunes. On a une offre qui est intéressante pour nos résidents et qui est aussi pour des nouveaux arrivants qui pourraient venir s'établir ici en voyant qu'on a une offre dynamique et authentique et à notre image pour des activités parascolaires sur le territoire. Donc, j'aurais besoin d'une proposition pour adopter cette résolution. Proposée par M. David Landry. Merci. 9.3, mandat pour la rénovation de la cuisine du centre de plein air Les Arpents Verts. C'est un mandat qui devait être fait au printemps, mais avec la situation, ça n'a pas été possible pour des entrepreneurs de faire des rénovations, mais on souhaite, donc, on l'a vu tout à l'heure, on a acheté de l'équipement pour la pratique d'activités aux Arpents Verts. On veut aussi apporter des améliorations locatives à ce bâtiment-là. Première étape, c'est de refaire les cuisines qui sont vraiment désuètes. On a reçu une seule soumission qui a été déposée par les constructions scandinaves en date du 17 novembre dernier. C'est un montant de 31 000 plus les taxes applicables pour faire la rénovation de la cuisine. Les rénovations seraient faites au printemps 2021, au printemps prochain. Donc, la présente résolution, c'est pour octroyer le contrat de rénovation à la construction scandinave. On a besoin d'une proposition pour adopter. Proposée par Mme Denise Leblanc. Merci. 9.4, mandat pour le remplacement d'un système d'éclairage à la bibliothèque Gabriel Bernard-Dubé. C'est la bibliothèque municipale dans le Quai des Arts, qui a été construite avec le Quai des Arts en 2003. Depuis le début, il y a eu un petit piste de conception du système d'éclairage, donc qui n'a jamais été adapté à la situation de ce bâtiment-là. Et on l'avait prévu au plan triennal d'immobilisation pour 2021. C'est une dépense qui était prévue l'année prochaine. Soit simplement là, enclencher ça un petit peu plus rapidement. Donc, on a reçu une soumission par Jean Guissir, Incorporé, entrepreneur et électricien, un montant de 23 747, plus les taxes applicables pour remplacer l'ensemble du système d'éclairage. Pour ceux qui connaissent un peu la bibliothèque, donc le plafond est en structure de bois, puis l'éclairage qui a été installé en 2003 projette vers le plafond, puis ensuite c'est diffusé dans la bibliothèque. Le plafond étant en bois, bien, il ne reflète pas la lumière, donc l'éclairage est vraiment déficient dans notre magnifique bibliothèque. Évidemment, à l'exception des journées ensoleillées où la fenestration nous permet d'avoir un très bel éclairage, mais pour les journées moins ensoleillées, pour les soirées, donc on va revoir complètement un montant de 23 747 plus les applicables, comme je mentionnais, ça va être un système qui va être Odell aussi, qui va nous permettre de faire une légère économie d'électricité. Donc, ça vous convient, j'ai besoin d'une proposition pour l'adopter. Proposée par M. Alain Turcotte. Merci. Ensuite, 10, les dossiers des travaux publics, permission de voirie en 10.1. C'est une résolution qu'on passe à chaque année, à fin d'année, pour l'année suivante. Le ministère des Transports du Québec qui nous demande de faire une résolution qui nous accorde la permission de faire des travaux de voirie sur l'emprise de la 132. Donc, on a une série de clauses qu'on doit respecter, qu'on respecte toujours. Donc, il autorise M. Vincent Leblanc, directeur des travaux publics, à signer les différents permis pour travaux-là qui vont venir en 2021. On va donner une proposition pour adopter. Proposée par M. David André. Merci. Le prolongement de la ligne électrique sur la route Saint-Onge, autorisation de signature. C'est dans notre parc industriel sur la route Saint-Onge. On le voyait un peu plus tôt, même dans la rencontre, on a une autre vente de terrain. Il y a un certain engouement ou en tout cas, il y a plusieurs terrains qui ont été vendus dans les derniers mois. Et puis, on a vendu de l'ensemble des terrains qui ont été servis par l'électricité. Donc, on doit prolonger la ligne d'Hydro-Québec. C'est un projet sur lequel on travaille depuis un petit bout. Là. Il y a eu des échanges avec Hydro-Québec. On serait maintenant rendu à autoriser M. Odette, directeur général et greffier, pour signer les documents relatifs au projet de prolongement de la ligne électrique. C'est un projet qui va avoisiner les 50 000 selon nos estimations. J'aurais besoin d'une proposition pour autoriser M. Odette à avancer dans ce dossier. Proposé par M. Steven Parandier. 10.3, route Saint-Louis, déneigement hiver 2020. On a reçu une demande de produits forestiers Temrex SEC qui souhaite déneiger la route Saint-Louis. Donc, comme à chaque hiver, pour procéder au déneigement, ça nous prend
une demande à bonne et due forme et puis s'assurer que la compagnie ou l'entreprise ou le regroupement de citoyens ait les assurances nécessaires, couverture d'assurance nécessaire, ce qui a été fait, donc nous permet de les autoriser à procéder au déneigement conformément à leur demande. J'aurais besoin d'une proposition pour l'adopter. Proposée par M. Jean-Simon Landry. 10.4, projet particulier d'amélioration par circonscription électorale, PPA-CE. C'est un programme d'aide financière pour faire des travaux de voirie, de section de route. Donc, pour avoir accès à ce financement-là, qui est de l'auteur de 12 624, ça prend une petite reddition de compte, un petit rapport qui fait état des dépenses qu'on a faites de voirie qui sont admissibles dans le programme. Donc, simplement, avec cette résolution-là, on approuverait les dépenses au montant que j'ai nommé, 12 624, pour les travaux d'amélioration qui ont été faits au cours de 2020 à notre réseau. Et ensuite, on peut envoyer la demande au ministère pour avoir accès à ce financement-là. On a besoin d'une proposition pour l'adopter. Proposé par M. David Landry. Merci. 10.5, programme sur la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TSCQ, pour les années 2019 à 2023. Donc, c'est un programme important d'aide financière pour faire des travaux de voirie. Simplement, donc pour adhérer, pour avoir accès au financement, la résolution qui avait déjà été adoptée par le Conseil, mais il y avait des petits changements là, dans les considérants, dans le libellé de la résolution. Donc, on se doit de repasser cette résolution-là qui est assez lourde là, par le ministère des Transports, mais essentiellement, on dit qu'on s'engage à respecter les clauses de l'entente avec le gouvernement. Puis, donc, si ça vous convient, on s'engage à atteindre, entre autres, il y a un seuil minimal d'immobilisation, d'investissement qu'on doit faire dans notre réseau pour pouvoir avoir le financement. Donc, tous des éléments sur lesquels on est évidemment d'accord. Ça vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour cette nouvelle résolution avec des petits changements nécessaires de virgule et de mots. Pendant une proposition, s'il vous plaît. Proposée par M. David Landry, qui est en 11, dossier de la sécurité publique en 11.1, Croix-Rouge canadienne, renouvellement de l'entente 2021-2023. Donc, c'est une entente qu'on avait avec la Croix-Rouge qu'on doit renouveler. Donc, ils sont là pour intervenir en cas de sinistre majeur ou mineur. On ne souhaite pas qu'ils interviennent, mais c'est toujours très apprécié d'avoir évidemment leur collaboration dans ce genre d'événement-là. C'est un montant qui est demandé de 17 sous par habitant. Donc, avec 4015 habitants, ça fait un total de 682,55 qu'on ferait parvenir à la Croix-Rouge, si ça vous convient, pour l'année 2020-2021. Donc, on réajuste en fonction de la population. Et dans la présente résolution, on autoriserait le directeur général et greffier, M. Audette, et moi-même à signer le protocole d'entente avec la Croix-Rouge canadienne. J'ai besoin de propositions proposées par M. Jean-Simon Landry. Merci. 12, prochaine séance du Conseil. Donc, la prochaine séance ordinaire du Conseil aura lieu le 11 janvier 2021. Mais d'ici là, lundi prochain, 14 décembre, il y aura une séance extraordinaire où nous allons adopter le budget 2021. Donc, je vous invite à être présent. C'est une séance fort intéressante, comme on a vu, sur le budget 2021. Donc, voilà pour les prochaines séances. Avant de vous passer la parole pour les gens qui nous écoutent en direct. Non, c'est vrai, on avait les autres sujets, pardon. On avait 2 sujets qui avaient été ajoutés. En 13.1, c'est l'octroi d'un mandat pour le chalet du Golfe, la construction d'un abri pour des voiturettes. C'est un projet qu'on a depuis au plan triennal d'immobilisation pour lequel on est allé chercher une aide financière de 97 000 $ du FAR, le Fonds d'aide au rayonnement des régions. Et pour enclencher ça, ce qu'on veut en fait essentiellement, c'est d'avoir un abri attenant au chalet du Golfe pour ranger les voiturettes en période, tant l'été que l'hiver. Quand on aura les voiturettes électriques, éventuellement, on va pouvoir les charger là. Et ça permet, dans un deuxième temps, d'agrandir la terrasse sur le toit de ce nouvel abri-là. Donc, pour avoir une offre encore plus intéressante au chalet, notamment pour des événements. Donc, ce qu'on ferait avec cette présente résolution en 13.1, c'est d'octroyer un mandat à la firme Bang Architecture pour faire les plans, pour faire les dessins architecturaux de ce bâtiment-là
où il y a aussi toute l'ingénierie qui est prévue à même cette proposition-là et pour tous les plans électriques. Donc, avec ces documents-là, c'est un montant total de 27 800. Ça va nous permettre de faire un appel d'offres pour procéder aux travaux de ce bâtiment-là. On financerait ce 27 800-là dans cette présente résolution avec l'aide financière du phare dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, on financera 100% avec le phare pour cette première partie-là et les soldes résiduels seraient utilisés pour financer la construction de cet abri-là. Donc, c'est quand même, j'aurais besoin d'une proposition proposée par Mme Leblanc. Merci. En 13.2 maintenant, on a l'achat de voiturettes pour le golf. On avait fait l'achat de voiturettes en 2018 pour le golf. Et puis, ce qu'on constate, c'est qu'il en manque un peu cet été avec l'engouement aussi. On n'avait pas suffisamment de voiturettes pour répondre à la demande. Donc, ce qu'on voudrait faire, c'est faire l'achat de 5 voiturettes supplémentaires, donc 4 pour les golfeurs et une 5e qui serait pour le personnel du golf qui en a besoin. On a la chance de tomber sur un lot de voitures usagées qui, en fait, sont les mêmes, qui sont semblables la même année à celle qu'on avait achetée en 2018. Donc, on ajouterait 5 voiturettes supplémentaires pour 5 600 $ qui étaient des voiturettes potentiellement au club de golf dans le secteur du Mont-Tremblant, ce qu'on nous disait, qui souhaitent se départir. Donc, on en achèterait 5 à 5 600 pour un total de 32 193. Ces voiturettes-là seraient payées à 50% par le fonds d'administration, donc directement à la ville, à même notre budget courant, et 50% seraient payés par les surplus du golf. Donc, c'est quand même une belle nouvelle aussi. Habituellement, la ville a l'habitude de renflouer en fait, le déficit d'opération du golf. Cette année, avec la saison exceptionnelle qu'on connaît, le golf a engrangé des profits et peut maintenant payer une partie des investissements. Puis plus les voiturettes, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment un investissement. Ça permet d'augmenter les revenus. Là. C'est un des éléments, une source de revenus, évidemment, du golf. Ça vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour adopter l'achat de ces 5 voiturettes. Proposée par M. Steven Parent. Merci. Et là, on pourrait procéder pour de vrai autour de table du conseil avant de passer la parole aux gens dans la salle qui vivent la rencontre. Peut-être là en introduction, vous dire que la semaine dernière, on a procédé à un remaniement ministériel. En fait, on a revu un peu à l'aube des élections pour la dernière année de mandat des membres du conseil. On a regardé un peu les différents dossiers, le comité sur lequel les membres du conseil sont impliqués. Donc, pour revoir un peu là, en fonction des intérêts de chacun et puis des disponibilités aussi. Donc, on a fait des petits changements. Je vais inviter les gens dans leur tour de table s'ils souhaitent aussi présenter, parler des nouvelles implications pour les prochains 12 mois, en fait, avant les élections municipales de novembre 2020. Sans plus tarder, je vais passer la parole à M. Jean-Simon Landry. M. Landry, qui n'a pas de caméra, il y a des petits problèmes avec son tour de table sera court et touchant. Il vous salue. L'ensemble des membres du conseil, c'est un conseil sans papier. On a tous des tablettes qui sont attachées en même temps. Évidemment, il y a un problème avec celle de M. Landry, Jean-Simon. Donc, que je salue. Je vais passer la parole à M. Steven Parent. Bonsoir tout le monde. Pour mes nouveaux dossiers, je peux, après avoir régulièrement parlé du dossier du quai dans les 7 dernières années, le dossier va être un de mes collègues qui va vous présenter tantôt. J'avais, comme beaucoup de monde, besoin de nouveaux défis. Je suis super content. Les nouveaux comités que je vais avoir, c'est un de nos chantiers, empreinte environnementale et changement climatique. On sait que c'est des défis qui sont présents et qui vont être de plus en plus. J'ai bien hâte d'entamer ce dossier-là. Et avec certaines logiques aussi, je vais représenter la ville sur le comité vert qu'on a. Ça fait que j'ai hâte aussi de rencontrer ce comité-là, nos citoyens. Ensuite, également, un nouveau dossier pour moi. Je vais rejoindre Mme Leblanc pour le dossier visibilité des gens d'affaires. Ça fait que ça, il y a eu une rencontre la semaine
passé, mais moi, je vais rentrer dans le dossier là, début janvier. Et pas oublier non plus que je représente la ville de Carleton-sur-Mer auprès de la MRC, sur la table du Conseil des maires, depuis que notre maire est préfet pour la MRC. J'ai des rencontres là. C'est différent de la municipalité, de municipal un peu, mais ça nous fait voir le territoire d'une autre façon. C'est super intéressant et motivant aussi. Merci et bonne soirée. Merci, M. Parent. Je passe la parole à M. Turcotte. Bonsoir tout le monde. Dans le cadre du remaniement dans les dossiers attribués par le Conseil, moi aussi, il y a des dossiers auxquels je vais quitter, comme l'équipe verte et les gens d'affaires. Je remercie beaucoup les gens sur ce comité-là pour l'accueil que j'ai eu. J'ai beaucoup apprécié à commenter avec vous tout ça. Et puis, je vais quand même rester dans la discussion là, au sein du Conseil là, concernant ces dossiers-là. Les nouveaux dossiers, le dossier du quai de M. Steven Parent, c'est moi qui vais parler le prochain conseil parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais là, quand même, il y a un beau travail qui a été fait par M. Parent. Là. Je vous félicite pour tout le travail qui a été fait là-dedans. C'est un gros dossier. Maintenant, je vais essayer de collaborer avec les gens en place pour développer et opérer tout ce qui se trouve autour du quai. Et puis aussi, j'ai aussi le dossier du comité des usagers du bar à choix. Ça aussi, c'est un dossier qui m'intéresse beaucoup. Beaucoup de gens qui gravitent autour du bar à choix, tout ça. Donc, vous pouvez vous assurer de ma collaboration dans ces dossiers-là. Je remercie tout le monde dans les anciens dossiers que j'ai eu à gérer. Merci. M. Turcotte. M. David Landry. Bonjour, moi, avec le remaniement, je conserve mes dossiers pour politique familiale puis politique ville étudiante, puis je vais rentrer dans le comité pour le centre civique qui existait déjà. Et ça va être ça. Puis je souhaite bonne soirée à tout le monde. Merci. Et Mme Leblanc. Bonsoir à vous tous. Merci, Monsieur le maire, d'avoir accepté de faire un nouveau remaniement. C'est sûr que moi, depuis le début que j'ai été élue en tant que conseillère, j'ai vraiment manœuvré très longtemps dans le dossier du golf. Et là, ce soir, beaucoup de personnes vont peut-être être surpris de voir que j'ai fait un choix de quitter ce beau dossier-là, mais je le laisse tout en sachant qu'il va être en de très bonnes mains, c'est-à-dire mon collègue, M. Jean-Simon Landry. Et je suis très heureuse. De toute façon, il était presque tout le temps au golf. Fait que, il y croyait autant que moi, je crois, et j'en suis convaincue qu'il va poursuivre. On est vraiment bien parti avec le golf. Puis, comme M. le maire le soulignait tantôt, on a fait des beaux surplus. Fait qu'on est très content de ça. Mais c'est sûr que je vais y aller quand même souvent au golf. Et moi, bien, dans ce remaniement-là, bien, entre autres, je vais travailler avec mon collègue, M. Steven Parent, au niveau de la communauté d'affaires. Très heureux de l'accueillir. Et surtout, un très gros merci à mon ancien collègue Alain Turcotte. Ça a été très agréable de travailler ce beau dossier-là, sur ce chantier-là. Et mon nouveau dossier, c'est la communication et implication citoyenne. Ça, je crois que je vais adorer ça aussi, ce beau dossier-là. Fait que merci beaucoup. Merci, Mme Leblanc. Maintenant, de mon côté, je veux simplement vous dire qu'on a vu des épisodes importants là, avec la crue des eaux dans les derniers jours. Du côté de Carleton-sur-Mer, en tout cas, on peut être content de voir qu'il n'y a pas eu de dégâts majeurs. Le dernier épisode du genre, on avait eu des travaux importants à faire sur la route Beaulieu qui mène nos enfants en verre. Les travaux qui ont été faits ont tenu le coup. Donc, ça passe bien du côté de nos infrastructures. Là, heureusement, on l'a vu chez nos voisins, nos homologues qui ont plus de difficultés. Mais dans le cas, tout est correct du côté de nos infrastructures. C'est ce que je voulais vous dire ce soir. En terminant, avant de passer la parole aux gens, on avait dans les suivis des questions là, qui ont été posées dans la dernière séance publique. L'ensemble des questions ont été répondues à l'exception d'une pour l'accès au nord de la rue de Boulanger. J'avais dit que le conseil allait se pencher sur la situation pour
pour voir qu'est-ce qu'on prend de position. Et puis, c'est un dossier là, que j'ai discuté avec le directeur général, mais on n'a pas encore eu l'occasion d'échanger avec le conseil à ce sujet-là. On va revenir dès que ça sera fait. Donc, je pourrais passer à la période de commentaires et de questions. C'est pour les gens qui sont présents avec nous en ligne ce soir. Vous avez des commentaires ou des questions. Bon, j'en ai une de M. Franqueur en lien avec ce que je viens d'apporter, justement, la rue de la Boulangerie. Il faut faire par le maire. Donc, j'imagine que c'était pour faire un suivi sur la question en dernière rencontre publique. Ce que je viens de mentionner, c'est qu'on n'a pas eu encore l'occasion, on veut bien documenter, puis il y a différents enjeux avec cette demande-là pour la rue de la Boulangerie, qu'on doit regarder avec notre urbaniste. C'est un sujet qui va être traité lors en séance de travail du conseil tout peu, puis on va revenir dès qu'on a un dénouement. Et deuxième question, M. Franqueur B. Préparation de la rue Boulangerie pour cet hiver. La rue est présentement grandement boueuse. À l'heure actuelle, de ma compréhension, c'est une rue qui est privée. Là, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Là. Par le passé, la ville n'a jamais ouvert cette rue-là l'hiver. Donc, mais on va quand même, là, comme je le mentionnais, là, c'est toujours dans le même secteur. Donc, autant été qu'hiver, promotion domiciliaire, etc. Dans ce coin-là, là, on a des réflexions à avoir pour faire le tour. Donc, on va s'y pencher là, assez rapidement. Je ne peux pas vous donner de date là, ce soir, mais c'est un sujet qu'on a prévu de sujet à discussion à venir avec le conseil. Donc, voilà pour ces deux questions-là. Est-ce qu'il y aurait d'autres parmi les gens présents en direct? D'autres questions? Je regarde. Je vois rue secteur sud-nord. Je comprends pas malheureusement, je comprends pas l'intervention. C'est possible, je ne sais pas qui pose la question. C'est une personne anonyme. Si vous pouvez peut-être juste préciser, là, c'est inscrit rue, secteur sud-nord. Non. D'autres questions? Reste encore quelques petites secondes, si vous voulez. La personne, si c'est possible de préciser votre question. Entre-temps, c'est le dernier élément. Donc, on pourrait passer section entrevue par ville. Section entretenue par ville, rue, secteur nord-sud. Malheureusement, je ne comprends pas l'intervention. Donc, ce que je peux faire, c'est je peux vous inviter peut-être à me contacter directement là, à l'hôtel de ville là, dès demain là, en appelant la ville. On pourra échanger là, parce que malheureusement, avec les technologiques, ça ne me permet pas. Rue de la Boulangerie, okay, une autre question. Rue secteur sud-nord, secteur entrevu par la ville, combien de personnes? Donc, je vois que c'est peut-être des questions de précision, toujours sur la rue de la Boulangerie. Là, je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est une discussion qu'on doit avoir pour l'ensemble. Oui, pour la rue de la Boulangerie, puis il y a une autre rue à l'extrémité, là, qui est une orientation sud-est, pas sud-est, mais est-ouest, mais qui n'est pas une rue de la ville actuellement. On va revenir avec des précisions là-dessus. Et j'avais Mme Thier qui nous demandait combien de personnes. À l'heure actuelle, il y a 5 personnes en ligne. Là, il y avait, si j'ai bien vu, là, il y avait peut-être 9 personnes en début de rencontre. Donc, il y en a quelques-uns qui ont quitté en cours de route. Puis, bon an, mal an, on a à peu près une soixantaine, 60-80 personnes aussi qui vont regarder les séances là, après. Donc, on les disponibilise sur le site web via notre page, en fait, notre compte YouTube. Mais si vous allez sur le site web de la ville, vous allez pouvoir avoir accès. Donc, au total, on va rejoindre tout près de quand même de 80 personnes avec ces diffusions publiques de nos rencontres, ce qui est très positif, ce qui est supérieur à la moyenne des personnes qui venaient en présentiel. Maintenant, on a au Quai des Arts ce soir. On souhaite, si vous voulez, pour les gens, pour lundi prochain, l'adoption du budget, si vous voulez venir nous voir, échanger avec nous en personne, ça va nous faire grandement plaisir de vous accueillir. Donc, je vois M. Franqueur, entretien secteur nord-sud de la Boulangerie. Donc, oui, M. Franqueur, on va vous revenir avec un suivi pour la ville de la Boulangerie. Donc, c'est complet pour moi pour ce soir. J'avais besoin d'un ou d'une proposeur pour lever la séance. Proposé par Mme Leblanc. Bien, merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée.